Ces notes et nos cadavres raconteront notre histoire. Celle de 5 hommes qui sont allés au bout d'eux-mêmes. Pour l'amour de Dieu, occupez-vous des nôtres. Et envoyez ce journal à ma femme. Non, envoyez ce journal à ma veuve. Ces quelques mots sont l'un de ceux de ces 2 hommes. 2 rivaux qui se sont lancés en même temps dans une course effrénée à la conquête du pôle Sud. Cette histoire, elle m'a vraiment fait vibrer parce que c'est l'histoire de 2 concurrents que tout oppose, et surtout celle d'un homme qui va aller au bout de lui-même, qui va faire preuve de tellement de courage et d'abnégation que j'avais envie de vous la partager. Et j'espère qu'elle vous touchera autant qu'elle m'a touché. Vous l'aurez compris, un seul survivra. Le second gît encore là-bas, enterré sur ce continent hostile, recouvert d'une couche de glace d'1,5 km d'épaisseur. Alors à votre avis, qui de Amundsen le Norvégien ou de Scott le Britannique conquérera le pôle Sud en 1911 ? Et comment se terminera cette course aussi belle que tragique ? Eh bien, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. On est au printemps 1911. Après de longs mois d'hiver d'une nuit interminable, 2 équipes s'apprêtent à se lancer dans la course la plus légendaire de leur vie, la conquête du pôle Sud. Ça fait déjà longtemps qu'elles attendent patiemment le départ. Et elles ne sont pas très loin l'une de l'autre, seulement quelques centaines de kilomètres les séparent, à patienter chacune dans une baie avec son attelage, sur les falaises abruptes du continent blanc. Alors pourquoi ont-elles décidé de se lancer ce défi ? Pour l'exploit et la gloire. Et puis le pôle Nord a été conquis 2 ans plus tôt par un Américain. Mais il en reste un deuxième, encore immaculé celui-ci, le pôle Sud. Et chacun se dit que l'exploit et les lauriers seront pour lui. Mais la tâche n'est pas simple. 1500 km de mer glacée les séparent de leur objectif. Sous leurs pieds, le continent le plus élevé du monde, recouvert de glaciers, entouré de falaises de glace, et dont ces montagnes sont supérieures à celles du vieux continent. D'une superficie de la taille de l'Europe, aucun homme ne s'est jamais implanté de manière permanente là-bas. Et il y a de bonnes raisons. Car l'Antarctique, c'est d'abord l'endroit le plus froid, le plus sec, et le plus venteux de notre planète. Mais aussi inaccessible soit-il, il n'est pas hors de portée. Et 2 hommes comptent bien s'en emparer. Et ils s'appellent Roald Engelbrecht Amundsen et Robert Falcon Scott. Et ils vont nous raconter leur épopée dans un journal de bord, conscients que, quoi qu'il en coûte, ils marqueront l'histoire à jamais. Mais malgré cette ambition commune, tout les oppose. Scott est officier dans la marine britannique. Il grandit dans la pure tradition navale et militaire. Son grand-père a combattu pendant les guerres napoléoniennes. C'est un officier pudique et dévoué, mais aussi très ambitieux, qui voit dans la conquête du pôle Sud une occasion d'obtenir un commandement et une chance de se distinguer. Roald Amundsen, lui, c'est un explorateur né, taillé dans le roc, qui connaît parfaitement la rudesse des contrées polaires. C'est lui qui a ouvert pour la première fois le passage du Nord-Ouest qui relie l'océan Atlantique au Pacifique dans le Grand Nord canadien. Il a manqué de peu la conquête du pôle Nord, qui était vraiment son obsession depuis qu'il était enfant. Mais il compte bien se rattraper en s'alignant sur le départ de la conquête du pôle Sud. Amundsen, il est bourré d'expérience, il est méticuleux et rusé, et il n'hésitera pas non plus à prendre des risques pour essayer de s'octroyer la victoire. Le combat qui oppose les 2 hommes promet d'être mémorable. Ça y est, la course entre les 2 hommes approche. Les stratégies adoptées par les 2 hommes sont à l'image de leur caractère, diamétralement opposés. Scott décide de partir avec l'artillerie lourde, une grosse équipe, 16 hommes, 10 poneys sibériens, quelques chiens et 3 motoneiges. Amundsen, lui, est beaucoup plus minimaliste, et part avec une équipe réduite, 5 hommes, 4 traîneaux et 52 chiens. Après la longue attente de l'hiver austral, on est le 1er novembre et la course au pôle Sud démarre enfin. Scott écrit dans son journal « L'état général de nos affaires est excellent. Même si nous n'arrivons pas les premiers au but, notre expédition n'en restera pas moins une des plus importantes jamais entreprises dans les régions polaires. Quoi qu'il en soit, je peux affirmer que nous n'avons rien négligé pour mériter le succès. Mais cet enthousiasme affiché est de courte durée. Les motoneiges tombent en panne 2 jours après le départ. Et les poneys sur lesquels l'équipe de Scott mise beaucoup sont ralentis par les mauvaises conditions météorologiques. Et les animaux s'enfoncent dans l'épaisse couche de neige. Les notes de Scott le confirment, le début de l'expédition n'a rien d'une partie de plaisir. Monotonie de la marche, mauvais temps constant, terrible blizzard, caravane bloquée par la neige et la tempête. Et on le comprend. Le premier obstacle qui se dresse sur leur route, c'est la barrière de Ross. C'est une plateforme d'eau glacée de 800 km de large, sur laquelle les hommes doivent passer avant d'atteindre le glacier Beardmore. Puis ce sera tout droit jusqu'au pôle Sud. Mais la barrière de Ross se révèle être un enfer pour Scott. C'est un amas de crevasses et de congères de glace, où le froid oscille entre -20 et -60, et où l'air vous brûle instantanément et vous vide de votre énergie. Les poneys sibériens sont à la peine, et de manière anticipée, ils sont pour la plupart abattus pour servir de nourriture, ce qui faisait partie du plan. Mais à cause de ça, les hommes se retrouvent plutôt prévus à manquer de nourriture, et à devoir tirer leur traîneau à bout de bras, dans parfois plus d'1 mètre de neige fraîche. Et la dépense d'énergie est considérable. Le 4 décembre, Scott et ses hommes arrivent à la passerelle, le passage entre la barrière de Ross et le glacier Beardmore. Mais l'Antarctique est impitoyable, et un violent blizzard va obliger les hommes à rester cloués au camp pendant 5 jours. Les forçant à puiser dangereusement dans leurs réserves de nourriture destinées à la traversée du glacier. Franchir ce monstre, c'est la prochaine tâche qui les attend, et pas des moindres. Le glacier Beardmore, c'est un des plus grands du monde. C'est un sillon qui traverse une chaîne de montagnes dans lequel s'engouffre un vent glacial. Les 12 hommes sont en difficulté et doivent zigzaguer entre les crevasses et les vagues de glace immenses qui sont figées sur place, tout en tirant leur matériel. Mais cette galère, c'est Scott qui l'a choisie. Bon, pas exactement. Mais ironie du sort, avant de partir, il a rendu visite à Nansen, un explorateur lui aussi norvégien qui lui a pourtant déconseillé de partir avec des poneys. Mais Scott a préféré ne pas l'écouter. C'est d'ailleurs une des raisons qui est avancée par Scott et qui est tout à son honneur. Il souhaite conquérir le pôle Sud à pied à la force de ses jambes. Et il écrit une phrase qui illustre bien cet état d'esprit.
Ce serait une belle chose de vaincre ce plateau nous-mêmes. Et 2 semaines plus tard, l'équipe a traversé le glacier et arrive sur le plateau polaire situé à 3000 mètres d'altitude. Le pôle est à 400 km. Seulement voilà, ils sont à bout de force. Sur les 16 hommes qui ont pris le départ, ils ne sont déjà plus que 8. Les 2 premiers groupes de 4 hommes ont déjà fait demi-tour, c'était prévu. Mais contrairement à son plan initial, Scott décide de garder 5 hommes et de renvoyer les 3 autres. C'est un choix assez inexplicable parce que la tente ne contient que 4 places et en plus ils ont que 4 paires de skis. Mais la marche vers leur destin continue et avec elle, les conditions horribles qui l'accompagnent. On oublie, raconte Scott. On oublie et on avance, comme c'est étrange d'avancer vers rien. Cela fait maintenant 2 mois que Scott et ses hommes marchent non-stop, et de trop nombreuses semaines qui sont sous-alimentées. Les corps sont meurtris par tant d'efforts, de manque de repos et de conditions extrêmes. Mais l'objectif se rapproche. Scott et ses hommes sont partis le 1er novembre. On est le 15 janvier, soit 68 jours de traversée. Il fait moins 31 degrés, le pôle n'est plus qu'à 40 km. Mais le lendemain, alors que les Britanniques ne sont plus très loin, Bauer s'aperçoit un point noir, difficilement distinguable sur la banquise. L'équipe est pris d'un terrible pressentiment, d'autant qu'ils n'ont rien vu d'autre que du blanc pendant des semaines. Une demi-heure après, droit devant nous, Bauer distingue une tache noire, ce qui ne peut évidemment pas être de la neige. Poursuivant notre route, nous apercevons un drapeau noir, attaché à une barre de traîneau. Un simple coup d'œil nous révèle tout. Les Norvégiens nous ont devancés. Ils ont atteint le pôle les premiers. La réponse est évidente. Aucun homme n'a jamais mis le pied sur cette terre. Et pourtant, sous leurs yeux, la preuve irréfutable de leur défaite. Des traces de ski, de traîneaux, de pattes de chien. L'amertume se lit dans les mots de Scott. Quelle horrible contrée. C'est décourageant d'y être arrivé et de ne pas être récompensé par la gloire, tant attendue. Lorsque les 5 Anglais arrivent au pôle, ils y trouvent une petite tente, un drapeau norvégien et à l'intérieur de la tente, 2 lettres, écrites de la main d'Amundsen. L'une pour le roi de Norvège, la seconde est pour Scott, qui lui demande de prévenir le roi au cas où les Norvégiens ne rentreraient pas. Sur cette photo, on voit le désarroi qui se lit sur le visage de l'équipe de Scott. Ces 5 hommes qui se sont engagés corps et âme dans cette course pour échouer si près du but, et qui pensent déjà sûrement à l'enfer du retour et au tout ça pour rien. Maintenant, nous tournons le dos au but de notre ambition, pour entamer un nouveau parcours, particulièrement difficile, au-delà duquel nous aurons à tirer notre traîneau pour aller au-delà de terribles efforts. Adieu à la plupart de nos rêves. Après avoir passé 3 jours sur place, Scott et ses hommes se remettent en route. Et déjà mal en point avant d'arriver au pôle, le défi qui attend les 5 hommes est énorme. Et au poids des traîneaux vient s'ajouter celui de la défaite, qui n'arrange rien. Et là, comme moi, vous devez vous demander, et Amundsen dans tout ça? Eh bien, il a presque survolé la conquête du pôle Sud. Au moment où les Britanniques atteignent le pôle Sud, le Norvégien est quasiment déjà rentré au camp de base. Il a atteint l'objectif 1 mois avant Scott. Sa victoire? Amundsen l'explique simplement. Nous avions des chiens et eux n'en avaient pas. Et pour cause, sur la route du pôle, ces chiens tirent si fort qu'il doit en détacher certains de l'attelage et les mettre sur les traîneaux afin de les ralentir. Le Norvégien est bien conscient qu'il leur doit une bonne partie de sa victoire. Et jugez vous-même la différence. Avec ses poneys, Scott met 37 jours pour arriver au glacier. Avec ses chiens, Amundsen en met 24. Et lorsque vient le moment de se débarrasser de leur monture, Scott met 80 jours supplémentaires pour arriver au pôle. Amundsen, tiré par ses chiens, n'en met que 59. Logiquement, quand ils arrivent au pôle, Scott et ses hommes sont quasiment à bout de force à cause du rationnement forcé. Alors qu'Amundsen, lui, a mangé comme un roi, se nourrissant des chiens qui le tiraient au fur et à mesure de son avancée. Mais ça ne lui enlève aucun mérite pour autant. Car contrairement à Scott qui a utilisé une route tracée par Ernest Shackleton, une figure emblématique des expéditions polaires de l'Antarctique, Amundsen, lui, a choisi une route inconnue. Et malgré un départ retardé à cause du mauvais temps et une chute dans une crevasse, les Norvégiens parcourent plus de 28 km par jour. Ne laissant rien au hasard, ils forment des cairns de glace tous les 5 km pour se repérer sur le chemin du retour. En approchant du pôle, Amundsen et ses hommes restent à l'affût du moindre signe laissé par un hypothétique passage de Scott qui l'aurait devancé. Ils aperçoivent eux aussi un point noir à l'horizon, mais ils se rendent compte rapidement qu'il s'agit d'un de leurs chiens parti dormir à l'écart. Il n'y a plus aucun doute, le 14 décembre, Amundsen est bel et bien seul avec ses hommes lorsqu'il plante un drapeau norvégien sur le pôle Sud. Mais là aussi, nouvelle ironie du sort. Amundsen écrit « Je ne crois pas avoir atteint le but de ma vie. Aucun être humain n'a atteint un endroit aussi diamétralement opposé au but le plus cher de sa vie. C'est le pôle Nord qui m'attire depuis mon enfance, et c'est au pôle Sud que je me trouve. Peut-on concevoir quelque chose de plus pervers ?» Ça, c'est la photo des Norvégiens au pôle. On y voit 4 hommes qui ont enlevé leur bonnet et qui regardent leur drapeau flotter. Les Norvégiens vont camper 3 jours au pôle, afin de prendre les mesures exactes et s'assurer qu'ils sont bien au niveau du pôle véritable. Ils laisseront une tente avec 2 lettres, l'une pour le roi, l'autre pour Scott. Adieu, cher Paul, je ne crois pas que nous nous reverrons. Sur le chemin du retour, guidé par ses cairns de glace et poussé par sa victoire, Amundsen avale de nouveau les kilomètres. Les 5 Norvégiens sont de retour le 25 janvier 1912. Ils ont parcouru 3440 km en 99 jours, 10 de moins que ce qui était prévu. Et sur le bateau en direction de l'Europe, Amundsen déclare à un journaliste « Je n'ai trouvé aucune trace indiquant que Scott ait été au pôle. » Et pour cause, Scott a bien atteint le pôle Sud, mais il n'est jamais rentré. Il est resté là-bas, et il s'y trouve encore aujourd'hui.
Comment on le sait? Eh bien, c'est grâce à son journal de bord. Sans nouvelles de l'expédition et à cause de l'hiver austral, les recherches ne sont entamées qu'au printemps suivant, en octobre 1912. Évidemment, tout espoir de retrouver les survivants est vain. Les Britanniques envoient un petit groupe à la recherche de Scott et de ses hommes. Et c'est là, pas si loin finalement de leur point de départ, que le petit groupe de sauveteurs va tomber sur l'inévitable. Au milieu de la banquise antarctique, une petite tente. Et dans cette tente, le corps de Scott et de 2 de ses compagnons, gisant intacts, conservés par le froid. Et à côté d'eux, un sac en toile qui contient les précieux carnets de voyage de Scott. À ce moment-là, Atkinson, le chef de l'expédition, ouvre le sac de Scott. Et en parcourant les dernières pages du 3e carnet, il tombe sur les lettres que Scott a rédigées avant de mourir. Il raconte. Ces notes et nos cadavres raconteront notre histoire, celle de 5 hommes qui sont allés au bout d'eux-mêmes. Vidés de leur force avant même d'arriver au pôle, les chances d'en ressortir indemnes étaient maigres, voire impossibles. Mais alors, que s'est-il passé? Sur la route du retour, l'état de Scott et de son équipe se dégrade rapidement. Malgré une bonne progression au début, la saison avance et ils se heurtent à une neige dure et épaisse qui va les ralentir, à laquelle vient s'ajouter le poids de la défaite, qui n'arrange rien. À bout de force, c'est Evans, le second de Scott, qui tombe le premier. Sa santé mentale et physique se détériore de jour en jour, et le 16 février, incapable de mettre un pied devant l'autre, il s'effondre. Il était à genoux, débraillé, les mains nues, couvertes de gelures, le regard fou. Il mourra la nuit suivante. Ce matin, l'avenir s'annonce plus sombre que jamais. Après un bon départ et une brise favorable, nous progressons rapidement pendant 1 heure, puis la piste devient atroce. Que Dieu ait pitié de nous. Nous gardons toujours l'apparence d'hommes pleins d'entrain, mais ce que chacun pense au fond de lui-même, je l'entrevois facilement. Les maux qui guettent les 4 survivants sont alors multiples. Déshydratation, fatigue extrême, malnutrition et scorbut, dû au manque de vitamine C. Que nous réserve l'avenir, écrit Scott. Et le 17 mars, c'est sur Lawrence Haute que la mort jette son dévolu. Paralysé par des gelures et une vieille blessure de guerre, il s'affaiblit de jour en jour et devient un fardeau pour ses compagnons. Il convient qu'il marchera alors tant qu'il pourra, même s'il sait que la gangrène finira par l'emporter. À chacun des 4 hommes est confiée une dose d'opium et de morphine, suffisante pour se suicider. Le tragique de notre histoire va jusque-là, écrit Scott. Avant-hier au déjeuner, le malheureux Haute s'annonce ne plus pouvoir aller plus loin et nous demande de l'abandonner dans son sac de couchage. Le soir, notre pauvre camarade est au plus mal. L'heure de sa fin est venue. Voici le bref récit de sa mort. Avant-hier soir, il s'endormit en espérant ne plus rouvrir les yeux. Le lendemain, hélas, il se réveilla. À ce moment, le blizzard soufflait. Il me dit alors « Je sors, et je serai peut-être quelque temps dehors. » Puis il disparut dans les tourbillons de neige, et nous ne l'avons plus revu ensuite. Ce sacrifice délibéré n'est malheureusement pas suffisant pour sauver les 3 hommes. Sans le savoir, se trouvant seulement alors à 18 km d'un dépôt de nourriture, la météo s'acharne et la violente tempête force les hommes à rester cloués au camp. Impossible d'avancer malgré leurs tentatives. La mort doit être proche, écrit Scott, mais nous avons décidé de ne pas hâter sa venue. Scott et ses compagnons sont résignés. Ils n'utiliseront pas l'opium ni la morphine. Au lieu de ça, ils nous racontent à travers ces quelques lignes leurs derniers instants. Je ne pense pas qu'on puisse espérer mieux maintenant. Nous lutterons jusqu'à la fin, mais nous nous affaiblissons, évidemment, et la fin est proche. C'est regrettable, mais je ne pense pas que je puisse écrire davantage. Il signe Robert Scott, et ajoute « Pour l'amour de Dieu, occupez-vous des nôtres ». Puis il sort son 3e et dernier carnet, et écrit en première page « Envoyez ce journal à ma femme ». Puis il rectifie « Envoyez ce journal à ma veuve ». Glissé dans ces 3 carnets, Atkinson découvre plusieurs lettres adressées aux mères des explorateurs. Une est également adressée à la nation britannique. Nous avons pris des risques, en toute connaissance de cause. Le sort s'est acharné contre nous et par conséquent, nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Au contraire, nous nous inclinons face au destin, toujours déterminés à faire de notre mieux jusqu'au dernier. Eussions-nous survécu ? J'aurais eu à narrer la hardiesse, l'endurance et le courage de mes compagnons, et mon récit aurait ému le cœur de tous les Anglais. Ces quelques notes, ainsi que nos dépouilles, devront en témoigner. Mais les lignes les plus émouvantes sont celles qu'il a écrites à son épouse. « Ma chérie, nous sommes dans une situation très délicate, et je doute que nous nous en sortions. Si quelque chose m'arrive, j'espère que tu te souviendras de moi en bien, et que tu n'auras pas honte de ma mort. Je suis heureux de penser que notre garçon trouvera chez son père de quoi être fier. Ma chérie, ce n'est pas facile d'écrire à cause du froid. 70 degrés en dessous de 0 et notre tente comme seul abri. Tu sais que je t'ai aimé. Mes pensées ont toujours été pour toi, et le pire dans tout ça, c'est l'idée que je ne te verrai plus. J'aurais tant à te dire sur ce voyage. C'était tellement mieux que de rester tranquillement à la maison. Quelles histoires tu pourras raconter à notre garçon, mais quel prix à payer. Celui de ne plus jamais poser mon regard sur ton visage que j'aime tant. » Cette tombe que vous voyez là, c'est la sépulture de Scott et de ses 2 compagnons, érigée par Atkinson. Après avoir récupéré les lettres, ils défont la tente, la couchent sur les corps sans vie de leurs compagnons, la recouvrent de neige et y plantent une croix. Puis ils placent au pied de cette sépulture une lettre dans laquelle ils racontent leur histoire, qui se finit par ces mots. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Et ils repartent, laissant derrière eux cette tombe pour l'éternité.
Comme je vous l'avais dit, c'est une belle histoire qui se termine de manière vraiment triste et émouvante. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé. Toujours un plaisir d'avoir les retours et de lire vos commentaires. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, j'ai fait quelques autres histoires, des aventures aussi que j'ai pu faire. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!